de Marc-Grandjean sur le thème du smart farming. La prochaine visite, ce sera le 19 avril. Alors on est toujours occupé à travailler sur la définition et l'animation de cette journée. Pour le moment, elle s'intitule « Comment créer un écosystème favorable à l'innovation en agriculture ». C'est un titre un peu barbare qui va être modifié, mais l'idée c'est de voir quelles conditions il faut créer pour stimuler l'innovation dans l'agriculture en région wallonne. Voilà. Et puis le dernier rendez-vous, ce sera le 17 et 18 mai avec un séminaire européen sur l'innovation et on s'attachera à avoir des méthodologies, des approches sur la manière de répondre aux enjeux de la ruralité. Ce séminaire aura lieu à la ferme Franche-Comté à Tourine-la-Grosse. Alors les objectifs de la route de l'innovation, c'est avec un collectif d'acteurs que vous êtes, c'est d'identifier des systèmes agricoles innovants, de les analyser et d'évaluer leur performance, surtout de comprendre la logique d'innovation des agriculteurs que nous avons visités, de comprendre leur réalité, leurs besoins pour innover. Le quatrième objectif, c'est de favoriser les échanges et le dialogue entre les acteurs de l'innovation en agriculture, et ils sont multiples, de susciter la mise en commun des connaissances et la création de nouvelles collaborations. Et enfin, tout ça pour finalement renforcer la capacité des agriculteurs à innover. Alors, ce collectif multi-acteurs, c'est un collectif pluridisciplinaire, c'est un des piliers de la route de l'innovation. Et c'est un collectif qui a été constitué dans le cadre de la route de l'innovation, donc qui est propre à la route de l'innovation. Et le but, c'est de favoriser des échanges entre tous ces types d'acteurs. Donc il y a des agriculteurs, c'est le centre de la route de l'innovation, c'est le noyau dur, mais il y a des consommateurs, des chercheurs, des conseillers, des agents de développement, des formateurs, des représentants d'institutions, d'entreprises et d'organismes publics. Alors, on aurait dû commencer par l'agenda, mais donc je le reprends. Après avoir visité la ferme et l'accueil café, je vais passer la parole à Marc dans quelques instants, qui va continuer à présenter sa ferme, son parcours d'innovation en fait. Ensuite, on passera à l'analyse de la durabilité de sa ferme et Madame Lessire, qui est là aussi, va présenter les analyses de cette durabilité qui a été opérée dans le cadre du projet LIFE d'Eric Lim. Et vous nous direz un mot à ce sujet plus tard. Voilà. Et puis vers 12h15, on passera au repas. Les échanges reprendront vers 13h15 avec une présentation de Marc Mormont. La journée se terminera vers 16h30. Et je reprendrai l'agenda cet après-midi. Alors, aujourd'hui, deux objectifs. Analyser le degré d'autonomie d'une ferme qui a intégré une nouvelle technologie. Donc, analyser son degré d'autonomie face à une nouvelle technologie. Et analyser tous les changements induits par l'intégration de cette nouvelle technologie. Alors, il y a un livrable, donc on attend vraiment de cet atelier, de cette journée, un produit concret. C'est un guide de l'intégration d'une nouvelle technologie dans une ferme existante, ou un jeune agriculteur qui veut se lancer, qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut intégrer une nouvelle technologie. Donc, on va reprendre, on va continuer à écouter Marc. Et comment on va le faire? On va utiliser nos sens, tous nos sens, donc les yeux, l'ouïe et puis la main. On va prendre note sur une fiche reporter que vous devez trouver dans votre farde. Voilà. Chaque farde contient une question. Et on va vous demander de compléter cette question qui est divisée en 3 temps. Alors vous allez découvrir la question qui
qui se trouvent dans votre farde. La première, c'est, et ce n'est pas la même pour tout le monde, donc les questions sont réparties au hasard. La première question traite des catalyseurs, des éléments déclencheurs qui provoquent des changements dans une ferme. Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur, un producteur décide de changer son mode de fonctionnement, d'intégrer une nouvelle technologie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et qu'est-ce qui a déclenché ça? La deuxième question, ce sont les acteurs, les partenaires, les informations qui ont été mobilisées, qui ont suscité ce changement et soutenu ce changement. Donc, par qui a-t-il été aidé? Qui l'a aidé à opérer ces changements? La troisième question concerne les compétences et les attitudes ayant favorisé ces changements et l'évolution de la ferme. Et enfin, la quatrième question concerne les nouveaux produits-services ou les nouvelles technologies ou les nouveaux circuits de commercialisation, de distribution ou les caractéristiques ou les caractéristiques de la clientèle qui est touchée par la ferme. Est-ce que c'est clair? Oui? Ceux qui ont l'habitude, c'est les mêmes questions que la dernière fois, pour ceux qui sont déjà venus. Et enfin, quelques points pour que tout se passe bien, que les échanges se passent bien. Un peu de bienveillance, beaucoup d'écoute, de la créativité, laissez-vous surprendre et puis suivez le rythme qu'on va un peu vous imposer. Voilà. Alors, Marc, encore un mot sur la ferme de Marc. Comment Marc va présenter, comment ça va se passer? Marc, la présentation, donc 3 temps. Après chaque temps, des questions-réponses de votre part. Le premier temps commence à la reprise de l'exploitation sous régime quota par Marc. On s'arrêtera après 15 minutes et on écoutera vos questions et Marc tentera d'y répondre pendant 10 minutes. Puis, on passera à la deuxième étape qui commence à l'achat d'un premier robot de traite et à l'optimisation des périodes de traite. Donc Marc, voilà, Marc a un guide là, la ligne du temps. Après 15 minutes, on s'arrête pour écouter vos questions, pour répondre à vos questions pendant 10 minutes. Et puis la troisième étape, Marc commencera à l'achat du deuxième robot et de tous les autres robots qui ont suivi. Et l'installation du système bioélectrique. Voilà. Donc on devrait terminer vers midi. Et puis Madame Lessir reprendra la parole. Voilà. Voilà le programme. Je te laisse le micro. C'est obligatoire le biberon Ah d'accord. Est-ce que vous avez tous un bic? Non? Pas de farde. Tout le monde a une farde, un bic? J'ai une farde. Les lunettes ou pas? Une farde ici? Tout le monde a ce qu'il faut? Qu'est-ce qui n'a pas de farde? Moi pas. Mais... Bien voilà, on est un peu par rapport à tout à l'heure comme dans un cocon ici, hein, maintenant. On se sent déjà un peu plus au chaud. Je voulais commencer ma présentation par des remerciements, parce que je me dis peut-être qu'après on sera pris par le temps, mais des remerciements finalement par rapport à ce qui m'a permis de faire tout ce développement de ma ferme. En fait, comment est-ce qu'à un moment donné, on a un parcours comme celui-là? C'est aussi grâce à des rencontres. Des rencontres, des visites, rencontrer aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, avoir des occupations différentes que le métier. Et je dis ça aussi parce que je sais qu'il y a assez bien de jeunes ici. Il faut rester curieux, tout le temps curieux. Il n'y a jamais rien de défini, d'abouti. Moi, je suis tout le temps à la recherche de solutions. Une année, je pense que j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait. Et puis, il se fait qu'il y a un facteur ou l'autre qui fait que ça évolue encore, quoi. Donc, c'est toujours pouvoir s'adapter, se réadapter. Et évidemment, le monde évolue, donc il y a des choses qui n'existaient pas. Et puis alors, subitement, ça devient possible. Il y a des nouvelles possibilités technologiques ou humaines
que sais-je. Enfin voilà, il y a aussi des opportunités à prendre, il y a des transformations à faire, il y a des challenges à réussir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester figé dans une ferme. Il faut tout le temps être en évolution, en bouillonnement permanent. Donc, dans les remerciements, par exemple, il y a des personnes qui ont compté énormément pour moi et qui comptent encore. Ben, évidemment, il y a ma famille, parce que sans mon épouse qui m'a toujours soutenu et permis de me consacrer à 200% à mon travail, ben, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas réalisées ainsi. Mes parents qui m'ont donné aussi un outil qui avait des possibilités d'amélioration et qui était né sous une bonne base. Donc ça c'est important pour partir d'un bon pas, quoi. Aussi mes parents nous ont apporté, enfin la famille, cette ouverture d'esprit, toujours pouvoir se remettre en question et être à l'affût des nouveautés. Puis alors, moi j'aime bien aussi de m'entourer de gens avec qui je peux travailler en confiance et dans la durée, donc avec beaucoup de fiabilité. Et je vais citer par exemple quelqu'un qui a été déterminant pour moi, c'est par exemple mon nutritionniste, André Franquinet, qui est pensionné mais qui est toujours passionné, donc il suit toujours ma ferme. Et avec des gens de ce style-là, ça permet aussi d'observer, enfin de développer toutes ces capacités-là, parce qu'ils questionnent, ils demandent qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu vois, donc ça développe les sens. Donc soit on l'a en soi, ou on est aidé par des gens qui vous questionnent. Donc ça c'est important. Puis j'ai été bien entouré aussi par la firme, puisque c'était ça le début dans la technologie, la firme de Laval, parce qu'au début c'était un grand challenge pour eux, et bien sûr pour mon exploitation et pour moi. Donc de ce côté-là, je n'ai vraiment pas eu à me plaindre. Il y a un technicien au départ qui était très très présent, parce que ça a été aussi, c'était les débuts pour eux, donc c'était important d'être soutenu, parce qu'autrement vous pourriez basculer dans une déprime. Ça peut aussi être redoutable, hein. Tous ces investissements, c'est pas toujours que du positif au départ, parce qu'il faut chercher beaucoup de solutions aux problèmes. Et c'est ça, quoi. Face au problème, il y a une solution. On ne reste pas avec un problème à jamais dans sa ferme en se disant ben oui, c'est comme ça, il faudra bien que je l'assume tout le restant de ma carrière. Non, il y a un problème, il y a des solutions, et moi je dirais bien, c'est ça qui m'excite aussi dans mon métier, c'est toujours de trouver finalement les petites finesses qui font que ça se passe mieux pour les animaux et aussi pour l'éleveur. Voilà, c'était. Puis enfin, il y a d'autres personnes, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est tout l'entourage. C'est au niveau sanitaire, ben, c'est avoir un vétérinaire d'action. C'est enfin, des gens qui sont là très proches au niveau du monde agricole, tous les réseaux évidemment, pouvoir aller faire des visites, découvrir autre chose, enfin voilà. Donc, maintenant je rentre dans le sujet. Et je remercie évidemment les organisateurs de me donner la parole. Voilà. Donc la première étape, c'est la reprise de la ferme. Évidemment, depuis très jeune âge, j'ai toujours été intéressé par le métier. Papa m'a dit à 5 ans, il allait rechercher les vaches tout seul dans le champ, donc haut comme 3 pommes. Donc l'air de rien, c'est quelque chose qu'on a en nous, évidemment, cette façon de vivre avec les animaux, de les comprendre, de pouvoir les manier, ça c'est évidemment avec les années, c'est quelque chose qui devient un peu inné, quoi. Et alors, donc, ce développement de la personne, ben, évidemment, elle s'oriente toujours vers ce qu'on aime, c'était le métier. Malgré que j'avais entrepris des études un peu différentes, j'ai fait mes humanités. Je n'ai pas fait d'études agricoles. Et puis j'ai tenté une année à Oui, comme ingénieur industriel. Je dois dire, c'était plus pour faire plaisir, je dirais à mon père qui me disait, il faut avoir un bagage
pour plus tard, pour être agriculteur, il avait sûrement raison, mais c'était sans doute trop me demander de me mettre des heures devant un bureau. Mais enfin, j'étais un sportif et l'année d'après, j'ai entrepris l'éducation physique, qui n'a pas mené non plus au bout de ses études. Là, enfin, c'était une année très enrichissante, je dirais. Parce que c'est quand même des étapes dans la vie, si on ne les passe pas, ben on ne peut pas s'ouvrir au monde et connaître ce qu'il y a à côté de son métier. Donc, pour moi, c'est des années importantes et qui ont sans doute très influencé mon parcours. Donc, après m'être quand même amusé beaucoup, en 87, la décision était de revenir sur la ferme et de reprendre l'exploitation. Donc, à ce moment-là, mes parents étaient quand même encore fort jeunes, donc il fallait travailler à deux familles. Je me suis marié en 89, donc les 2 premières années, je dirais, le salaire n'était quand même pas quelque chose de primordial, mais enfin, après, quand on a une famille, il faut pouvoir vivre de son métier. Et cette période-là, il y avait aussi le fait que les quotas existaient, donc on ne pouvait pas développer la ferme comme ça rapidement, donc il fallait acheter du quota. Ce qui fait que la première reprise a été négociée. Ça a coûté 6 millions de francs belges, 150 000 €, pour reprendre uniquement le cheptel mort et vif, comme on dit. Donc c'est les bâtiments, pas les bâtiments, les bêtes et le matériel. Cet argent-là, mes parents en ont réinvesti une partie, puisqu'ils étaient toujours agriculteurs, pour permettre le développement de la ferme, et on a réinvesti une grosse partie dans les quotas laitiers. Donc on a commencé, il y avait 360 000 litres, et puis on est monté à 5, 6, 700 000, je dirais, au fur et à mesure des années, pas en une fois. Ce qui fait que, évidemment, le troupeau a augmenté, et tout doucement, il a fallu réorganiser la ferme. Et donc, une des premières, après 2 ans d'activité, on est tombé encore dans cette époque-là où il y avait encore énormément de brucellose. Et il y a eu, on a ramassé la brucellose, donc on a dû éliminer tout le troupeau en 89. Donc, c'était pour un démarrage, je dirais bien, vraiment assez violent. Donc on a reconstruit le troupeau et on a profité de cette période où il fallait faire un vide sanitaire pour transformer le bâtiment, qui était à ce moment-là toujours sur un système self-service, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et on en a profité, comme il n'y avait pas d'animaux, c'était une belle occasion pour faire un couloir d'alimentation. Donc ça, évidemment, c'était une révolution. On ne sait pas bien le quantifier puisqu'on a changé de troupeau en même temps. Mais évidemment, ça nous a permis de travailler tout à fait autrement et de commencer à peser les choses, à calculer, enfin voilà, à devenir dans une approche plus scientifique de l'élevage. Ce couloir d'alimentation, il fallait alimenter le couloir et la décision a été prise tout de suite d'acheter une mélangeuse qui, évidemment, pour la ferme était un gain de temps énorme puisque on ne soignait qu'une fois par jour, tous les aliments étaient pesés, tout était apporté, enfin c'était au niveau de la santé des animaux, c'était, on a vu, de nouveau c'était un autre troupeau, mais par rapport à ce qu'on vivait avant, c'était quand même autre chose, c'était un bond énorme en avant. Je vous vois en contre-jour, c'est un peu gênant, mais enfin... je ne vois pas tout le monde, quoi. En 89, donc, comme on n'avait plus de bêtes, on en a profité, c'est pas vraiment le bon mot, mais on avait un commerce de lait sur les communes de Gouy, Vielsalm, et donc on a arrêté cette activité parce que on avait une salariée. Ça, évidemment, cette personne avait droit à ses congés et aussi les congés de maladie, et évidemment, ça prenait la main-d'œuvre de la ferme à ce moment-là pour aller faire le travail. Mon père s'était investi énormément au niveau communal, donc il était échevin, donc il était souvent parti aussi. Donc
moi j'avais envie de me concentrer sur le travail de la ferme et partir faire les tournées, c'était pour moi prendre un risque de négliger l'exploitation. Donc en plus que le commerce n'était plus ce qu'il était, les produits que l'on faisait à la ferme n'étaient plus vraiment demandés, le lait frais, tout ça perdait vraiment de son intérêt pour les ménages à cette époque-là. Donc la décision a été d'arrêter le commerce. Et alors évidemment il a fallu trouver aussi d'autres sources de revenus. Donc le seul objectif c'était de se spécialiser sans... On était encore à l'époque à ce moment-là où le seul but c'était de produire et les laiteries s'occuperaient du reste, quoi. Mais on était protégé par les quotas. Donc on a quand même eu des prix, quand je pense, qui étaient quand même, qui nous permettaient d'investir et d'avoir des revenus, et donc de développer nos fermes et de vivre avec 2 ménages. La première innovation, en fait, moi j'ai toujours eu ça dans la tête, c'était par rapport aux tâches répétitives, c'était comment les rendre les plus agréables possibles, les plus rapides possibles, ou même pouvoir les éliminer en les remplaçant par un système qui le ferait à ma place, puisque c'est des tâches qui reviennent au quotidien. Donc la première étape, ça a été d'acheter un DAL, donc un alimentateur pour les petits veaux. Et là, ça a quand même été déjà une révolution technologique. Ce temps passé à alimenter les veaux, ben, il y a un système qui le faisait, ça marchait très bien. Évidemment, comme tout investissement, il y a un apprentissage. Mais en tous les cas, tout de suite, j'ai senti que je retrouvais de l'autonomie dans l'occupation de mes journées. Que ça me permettait de libérer du temps. Parce que ça, une petite parenthèse, pour moi, c'était quand même important d'avoir une autre vie, une vie sociale à côté. Donc, je la fais complète, la parenthèse. Donc de pouvoir m'investir dans autre chose. À cette époque-là, je jouais encore au football, j'avais 3 entraînements semaine, donc je jouais pas vraiment dans le village, donc j'avais des déplacements. Je me suis impliqué au niveau aussi, dans ma région, au niveau syndical, enfin dans différentes choses, quoi. Puis plus tard, je me suis retrouvé même dans la commission lait du syndicat président. Donc vous voyez, mais ça c'est grâce à la technologie. Donc les robots m'ont permis de me libérer, d'avoir une vie maintenant dans la vie communale. Donc ça c'est un peu le fait que mon père était dedans. Donc on suit un petit peu les mêmes chemins finalement. Et alors cette recherche de gain de temps a toujours été une préoccupation très importante pour moi, mais pas au détriment finalement des résultats et surtout du confort des animaux. Ce n'est pas gagner du temps, bâcler son travail et vite partir. Non, c'est que les choses soient bien faites, que ça tourne bien et finalement que ce soit facile au quotidien, qu'on ait vraiment du plaisir à aller travailler dans sa ferme pour tenir la distance, parce que finalement la carrière d'un agriculteur c'est un fameux marathon. Et physiquement, ben voilà, la technologie peut aider énormément à permettre de tenir la distance. Si on a des soucis de dos, par exemple, moi j'en avais à cette époque-là, en salle de traite, c'était quelque chose, ne croyez pas que je suis fainéant, hein, c'est pas ça. Mais rester debout comme ça, ben voilà, j'ai un peu des soucis de dos, mais le robot m'a énormément amélioré mes problèmes de santé. Donc voilà, pouvoir s'épargner pour qu'il reste aussi une vie après sa carrière, c'est très important. Ah oui, ça, c'est bon? Ah oui. Donc, je pense que ça va.
On va prendre les questions, Marc. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère qu'il y en aura. Est-ce qu'il y a des questions pour Marc et pour ce premier temps? Donc, oui? Vous avez remercié pas mal de monde, mais au niveau du robot de traite, qui est quand même le pivot de votre organisation, est-ce que là, vous avez envie de dire merci ou ça a été plus compliqué? J'allais peut-être passer ça dans la deuxième étape, mais tu veux dire merci à la machine? Aux fournisseurs, aux conseillers, aux techniciens, est-ce que vous estimez que vous avez... Oui. Il y a eu vraiment un soutien important, je pense surtout à un technicien qui est décédé aujourd'hui malheureusement. Il le vivait comme pour lui, et donc j'ai pu l'appeler à toute heure du jour et de la nuit, il était toujours disponible, même à certains moments il me dit je resterai, j'achève la nuit, j'irai m'occuper des vaches, va dormir. Enfin, vous voyez, des soutiens comme ça c'est important, parce que, en fait, face à la technologie, vous pouvez vous retrouver dans un isolement aussi. Donc vous êtes seul à un moment donné face à votre achat, face à votre investissement, et tout est à découvrir. Enfin, je parle en 2000 parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place pour aider les nouveaux acquisiteurs de robots, mais à ce moment-là, voilà, vous êtes largué dans votre ferme, il faut faire face, et donc s'il n'y a pas un soutien, ça peut être très très problématique avec le manque de sommeil et des choses comme ça. Oui, c'est des fois... Moi au début, enfin je le raconterai après, mais au lieu d'avoir fait un pas vers la liberté, j'avais fait un pas vers l'emprisonnement. Oui. Au début, oui. Bon, vous avez bien identifié les éléments qui vous ont poussé vers ces innovations, mais est-ce qu'au préalable, vous avez fait des calculs de rentabilité, un plan d'exploitation, ce qu'on appelle bêtement un business plan? Est-ce que vous avez fait une analyse pour voir, ok, oui, le robot va me libérer, augmenter mon autonomie, mais est-ce que ça va être rentable? Est-ce que vous avez fait au préalable, est-ce que vous avez mis l'accent sur ce business plan, quoi? Je dois dire franchement, ça est passé au deuxième plan. C'était pas ma priorité, c'était surtout organiser mon travail. Donc je me disais quand même que derrière, si je trayais mes vaches, cette machine-là qui allait tourner tout le temps, si on ne faisait pas de la casse sur les animaux, normalement on allait augmenter la production, le système devait être rentable, quoi. J'ai pas vraiment... Évidemment, quand il a fallu faire l'achat, à ce moment-là, vous allez contacter les banques qui, eux, font tout le travail de dire, oui, il faut amortir ça en autant d'années. C'est pour ça, d'ailleurs, le premier, on l'a mis à 15 ans, parce qu'on se demande... Enfin, on voulait prendre toutes les sécurités pour être sûr que ce ne soit pas quelque chose, un boulet à tirer, quoi, pour ne pas mettre en péril l'exploitation. Hein. Parce que, imaginez que vous ne réussissez pas, au pire que vous deviez vous en défaire, il faut pouvoir rebondir. Donc ça a été envisagé en tous les cas. Oui. Je voudrais savoir comment vos parents ont accompagné cette innovation, comment ils l'ont vécu, eux qui avaient la ferme quand même depuis pas mal d'années. L'innovation robot ou de manière générale, la nouvelle démarche dans laquelle vous êtes rentré par rapport au fait aussi d'être dans une démarche plus scientifique, de pouvoir contrôler et de passer à des technologies. Mais là, franchement, je dois dire, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me donnaient quand même une grande ouverture d'esprit et qui me laissaient des largesses dans mes idées, quoi. Ils me faisaient confiance. Bon, maintenant en me disant, écoute, c'est ton choix, c'est toi qui devras l'assumer. Papa s'intéressait toujours un peu quand même. Par rapport à la technologie, pas vraiment, il n'a jamais vraiment franchi le cap. Mais lui, quand il voyait quand même finalement, oh, c'est pas mal ça, j'ai plus cette astreinte,
Donc, pour lui, c'était quand même un plus, quoi. Mais ils m'ont toujours laissé quand même la liberté d'entreprendre. Je dois quand même vous dire que quand j'ai été acheter le premier robot, je l'avais acheté et je l'aurais dit après. Je ne savais pas encore comment j'allais faire, mais j'ai fait d'autres coups comme ça. Hein. Il y a d'autres questions? Ouais, attendez. Oui, juste une question. Par rapport aux agriculteurs installés, est-ce que tu as eu des freins ou des problèmes, des soucis de mentalité, par exemple? Je suppose que tu en as eu. Oui, bah, vous savez, dans les villages, on raconte beaucoup de choses. Moi, maintenant, on est de moins en moins de fermiers dans le village. Donc, dans la commune, on raconte. Bah, moi, ce que j'ai entendu dire, mais, c'est que finalement, ce gars-là, il n'a pas envie de travailler, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. C'est un fainéant, il n'a pas envie de traire ses vaches, et voilà, il veut mettre une machine pour que le boulot se fasse à sa place, quoi. C'est un peu ça qui ressortait, quoi. Voilà, mais c'est toujours un peu par rapport à l'approche de l'inconnu. C'est clair qu'un robot, ça ne vous enlève pas le boulot, hein, ça transforme le travail, mais c'est une autre approche, quoi. Mais oui, on a fait une porte ouverte. Je sais que les gens sont venus en masse parce que c'était quand même, c'était une nouveauté incroyable, quoi. Hein. Ça paraît pas loin, mais c'était quand même quelque chose un système qui branche. Moi, j'ai pris cette évolution-là comme l'évolution de la traite à la main à la griffe. Pour moi, c'est un petit peu la même étape, quoi, à une autre époque. Oui. Enfin. Oui. Pour votre installation et votre développement, est-ce que vous avez eu les aides publiques? Si oui, est-ce que ça a fait pencher dans la balance certaines décisions? Ça est plus vite pour vous développer, parce que s'il restait un robot au mieux de 2 robots, donc voilà, est-ce que c'est un incitant ou plus un bonus, quoi? Déjà, la reprise, à ce moment-là, on a monté un dossier, c'était plus simple qu'aujourd'hui, donc on a eu les aides, on appelait ça FIA. C'était des aides, mais évidemment, qui étaient un peu coupées parce que on arrangeait ça avec la banque, hein, et la banque, elle avait des taux c'était une intervention sur les taux, donc vous voyez ce que je veux dire, peut-être que les taux étaient subitement un peu plus élevés. Donc, mais enfin, il faut dire qu'il y avait une aide sur les taux. Par la suite, évidemment, sans aide, c'est compliqué dans le secteur agricole d'avancer et d'aller de l'avant. Oui, c'est évident que c'est un support important, quoi. On va encore prendre une question, si on a encore une. Non, il n'y a plus de questions. Ouais, je te donne ça. Tu peux passer au temps 2. Oui. Donc voilà, nous voilà à la retraite de mon père. Donc papa, il a 82 ans aujourd'hui, il n'est pas encore retraité. Hein. Il faudrait voir qu'il s'occupe toujours. Mais c'est clair que la ferme pour lui n'a jamais été une priorité non plus. Donc c'est important pour lui de partir en retraite et de ne pas devoir être là, de se sentir obligé d'être là pour que je m'en sorte, pour que j'y arrive. Donc il savait très bien que quand il venait, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me donne un bon coup de main, mais s'il n'est pas là, les affaires tournent quand même. Et ça, c'est la même chose avec mes enfants. Je n'ai jamais développé ma ferme en me disant il faudra que je puisse compter sur mes enfants pour m'en sortir. On n'habite pas sur place, on habite de l'autre côté du village. Je dirais peut-être à tel point que je ne les ai peut-être pas intéressés du tout à mon métier. Enfin, ce qui fait qu'eux, ils ont fait des études. Voilà, donc maintenant, si j'ai 2 filles, 2 garçons, peut-être qu'un des garçons reviendra. Enfin, il y en a un qui fait ingénieur agramme, et l'autre, il est encore plus jeune, donc il est encore en humanité, mais peut-être bien. Les filles, je ne pense pas, à moins qu'elles n'aient
qu'elle ne change de copain. Parce que pour le moment, ils ne sont pas intéressés. Donc, voilà, papa s'en va à la retraite, il fallait que je trouve des solutions pour ne pas m'enterrer dans mon boulot. Et donc, la salle de traite avec les développements, l'achat de quotas, donc on passait beaucoup de temps à traire les vaches, au moins 2 heures le matin, 2 heures le soir, donc il fallait prendre une décision. En plus, les bâtiments pour loger les jeunes bêtes et vaches rivaux étaient de l'autre côté de la route. Dans les vieux bâtiments, c'était en entravé, ça ne correspondait plus à la façon dont on récoltait les fourrages. Tout ça prenait énormément de temps pour nettoyer. Donc, il y a 2 décisions qui sont prises en même temps. C'était de moderniser la salle de traite et de construire un bâtiment dans lequel on est passé en dernier, pour justement avoir plus de confort dans le travail. Et le robot, c'est un peu quelque chose qui s'est précipité. En fait, comme je ne savais pas quel bâtiment construire, est-ce que je construisais, parce que depuis longtemps, dans ma tête, j'avais l'intention de passer au robot. Mais est-ce que je pouvais installer un robot dans un vieux bâtiment ou fallait-il construire un nouveau? Et ça, c'était déterminant par rapport à la construction du bâtiment pour les jeunes bêtes. Parce qu'autrement, s'il fallait construire nouveau pour un robot, c'était les jeunes bêtes qui allaient aller là où les vaches sont maintenant. Et donc, j'ai pris des contacts avec des firmes qui vendaient des robots. J'ai été en visiter. Et puis, ma salle de traite, c'était une salle de traite de Laval avec l'agent local de Lierneux, avec qui j'ai une bonne relation. Et donc, il me dit, écoute, nous, on a un robot qui va bientôt sortir, je vais leur en parler, voir un peu s'ils seraient intéressés de mettre ça en route chez toi. Et donc, le challenge pour eux a été intéressant aussi. Donc, après quelques rencontres, ils nous ont dit, bon, ok, il y a du potentiel, les bâtiments ont du volume, on voit où on pourrait l'installer, enfin, en discutant de ça ensemble. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir installer un robot dans un bâtiment existant. Pour nous, commercialement, c'est quelque chose d'important. De réaliser le quota existant, qui était de 700 000 litres, je crois, à l'époque. Et le challenge pour vous, faire du pâturage, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, les choses se sont mises en place comme ça. Ils m'ont promis à ce moment-là que pendant 3 années, je ne payerais rien aux améliorations de la machine, que j'aurais un suivi d'un technicien autant que je le souhaitais. Et donc, fort de cette démarche, ben, j'ai pris la décision de partir sur cette marque-là. Donc, il y avait encore une chose qui les intéressait, avant que je ne l'oublie, c'était l'emplacement de la ferme. Ça n'a l'air de rien, mais on est quand même proche des frontières. La Hollande, c'était un peu moins intéressant parce que là, ils étaient quand même en avance sur nous. Mais il y avait l'Allemagne, il y avait le Grand-Duché et la France. Parce que la France ils ne savaient pas développer leur réseau sur la France, ce qui pour eux était plus facile dans un pays comme la région wallonne, comme la Belgique. Il faut faire le suivi après. Parce que dès le moment où on commence à vendre, il faut mettre tout un système en place de suivi pour les dépannages des machines. Et donc en France, c'était pour eux très difficile au départ. Donc l'aventure a commencé ainsi. Donc en 2000, j'ai construit le nouveau bâtiment et en même temps, j'ai transformé pour installer le robot de traite. Ça a été une année de fou. J'ai mon dernier fils qui est né aussi cette année-là. Donc l'année était bien remplie. En fait, je ne savais pas encore où... Je croyais que j'avais fait le plus dur quand tous les travaux ont été finis, mais ça ne faisait que de commencer, les problèmes. Donc, à la Toussaint, on a démarré la machine, le robot de traite. Je vois encore la première vache qui est passée, ça a été tout seul. Mais les suivantes, ça n'a plus été pareil. Et donc, voilà, il a fallu du temps, beaucoup de patience, beaucoup de nuits blanches, pour avoir un système qui tourne après une année
vaille que vaille. J'avais encore gardé une partie de ma salle de traite, donc les vaches qui n'allaient pas sur le robot, je les trayais à part. Tout ça allait très bien au début, parce que les bêtes étaient habituées à la salle de traite, donc ce n'était pas un problème de les balancer d'un système à l'autre. Si j'avais le robot en panne, je trayais un peu plus dans la salle de traite. Donc j'avais cette souplesse-là au départ. Et au fur et à mesure, évidemment, il y a eu les améliorations techniques qui ont amené de la fiabilité, qui ont amené du rendement, de la vitesse de traite, de branchement. En fait, au départ, je ne savais jamais si les vaches seraient traites ou pas. C'était pratiquement ça, quoi. Il y avait une approche très lente de la mamelle. C'était pneumatique à l'époque, donc des mouvements très lents qui ne suivaient pas le mouvement de la vache. Puis alors, ça est devenu hydraulique. Enfin, il y a eu tant d'évolutions au niveau des caméras, des capteurs. Tout ça s'est énormément amélioré et s'améliore toujours. Le système, l'intelligence du système s'est aussi améliorée. Enfin voilà, donc tout ça a été dans le bon sens, mais pendant une grosse année, j'ai vraiment cru que j'avais pris une très mauvaise décision. et d'ailleurs, je me rappelle une fois ou l'autre, j'avais très difficile de repartir à la ferme. Il faut s'imaginer, ça engendre tant de problèmes quand ça ne va pas. C'est des bêtes qui peuvent faire des mammites. Donc vous avez non seulement, vous ne trayez pas le lait que vous devriez, par rapport à la circulation qui avait été mise en place, les vaches ne mangeaient plus comme elles auraient dû, donc on avait une sous-production. Enfin, tout allait en sens inverse de tout ce qu'on avait toujours voulu faire, quoi. Donc, faut résister, quoi, à ça. Et puis alors, voilà, le constat pour moi important, je dirais quand la fiabilité de la machine est arrivée, c'était de dire la circulation, ça ne peut pas aller comme ça, je dois voir les choses autrement. Et alors, au début, il n'avait pas cette porte de tri, et la deuxième ou pratiquement la troisième année, ils l'ont eu. Et alors, ça a été la discussion de où la placer. Et là, on n'était pas du tout d'accord, et donc, à mes risques, j'ai décidé de la mettre en retour du couloir d'alimentation. Et là, par rapport aux contraintes de mon bâtiment, c'était clair que c'était comme ça qu'il fallait le faire. J'avais eu le temps d'observer ce qui se passait, parce que j'étais énormément dans l'étable. Et à partir de là, quand on a pu mettre ça en place, les vaches ont retrouvé de l'autonomie, de la liberté, et le système a commencé franchement à m'apporter des satisfactions, quoi. On a retrouvé du rendement, on a retrouvé de la santé dans les bêtes, la machine s'améliorait en même temps, donc on a pu augmenter le nombre de vaches dessus, on a abandonné la salle de traite, le pâturage que j'ai fait dès le début s'est amélioré aussi. Enfin, tout allait plutôt dans le bon sens. Ah, c'est pas prévu. Toujours un pour faire une petite blague, hein. Alors la circulation, chez Delaval, quand ils ont vu comment je l'avais mise en place, ils étaient en train de construire un bâtiment en Suède, ils ont transformé tout leur bâtiment pour mettre le système que j'avais chez moi. Et ils ont appelé ça le Feed First, donc le système d'abord manger. Et ce système était quand même un peu révolutionnaire, était révolutionnaire on va dire, et ils ont vraiment axé toute leur philosophie chez Delaval, moi je trouve un peu à tort d'ailleurs, sur ce système de circulation. En fait, c'était un argument, ça est devenu un argument de vente lorsque les techniciens auraient dû d'abord parler, les vendeurs, de la traite, de la machine qui traite les vaches, avant de parler de ce qu'on pouvait mettre en plus en place pour que les bêtes viennent à la traite. Et donc on a finalement cru que le robot Delaval par rapport à d'autres ne savait pas travailler sans des portes. Si, il peut travailler en libre comme tout autre robot, mais ils avaient un système en plus qui pouvait apporter finalement de l'autonomie, enfin, pour l'éleveur, dans le sens que une vache qui est en santé, je suis toujours certain qu'elle viendra se faire traire. Parce qu'elle ira manger, quand elle l'aura mangé, elle est obligée de repasser par une porte qui l'enverra à la traite si elle est à traire. Et je vous assure, quand vous êtes seul sur l'exploitation, psychologiquement, c'est quelque chose qui soulage, qui apporte un certain confort
de rentrer chez vous et de vous dire, voilà, ça roule, les bêtes, de toute façon, elles sont dans un circuit, et à un moment donné, elles seront de toute manière traites, que ce soit la vache qu'on vient seulement d'habituer, que ce soit la plus vieille vache qui circule un peu moins bien, je veux dire, tout le monde, à un moment donné, est amené à venir à la traite. Donc, pour moi, mentalement, c'était important. Évidemment, dans le développement de cette circulation, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ça, il a charné, au départ, c'était binaire, donc évidemment, il y avait trop de bêtes qui venaient dans l'aire d'attente, et donc la prison devenait l'aire d'attente. Mais la prison, quand on sait où elle est, on n'y va plus. Mais les vaches, elles ne venaient plus à la traite, elles restaient dans le couloir d'alimentation. Et quand elles étaient trop longues, quand enfin elles pouvaient récupérer les logettes, elles restaient très longtemps dans les logettes à se reposer. Et donc, on a commencé à avoir des déviations sur le comportement des animaux, ce qui est vraiment quelque chose de très mauvais pour la santé des bêtes. Donc des vaches qui faisaient des gros repas, qui faisaient peut-être 2 repas par jour. Donc imaginons, c'est comme les gens, hein, quand on a un repas de communion, oui, on mange peut-être un peu trop. Après, on n'a pas envie d'aller faire une marche ou un footing, on a surtout envie de dormir. Et donc voilà, on commence à avoir des vaches paresseuses, des dérèglements du comportement. Et donc j'ai essayé de mettre des choses en place, je ne peux pas tout vous raconter. J'avais imaginé un carrousel dans l'aire d'attente. Donc en fait, je m'étais inspiré des magasins. Et toutes les 2 heures, c'était un bras qui tournait et qui empêchait les vaches qui venaient derrière de dépasser les autres, parce qu'il y avait trop de concurrence. Et donc à un moment donné, là, toutes les bêtes étaient passées. Et voilà, ça, vous voyez, c'était un tourniquet, quoi. Mais en fait, ça ne marche jamais. Mettre des contraintes, prendre le bâton dans un système où on demande de l'autonomie aux vaches, ce n'est pas la bonne direction. Ce qu'on doit faire, c'est avoir une bonne carotte pour toujours tirer les vaches dans le sens. Donc pour ça, il faut qu'il y ait du confort, il faut que les vaches ne se sentent pas emprisonnées. Et donc, la porte de tri, on a développé, je dis on, ensemble, un programme où on peut vraiment tout, sur la journée, structurer la journée, quoi. On sait bien que le matin, il y a plus d'activité, on soulage plus les machines à ce moment-là. On sait bien que la nuit, il y a moins d'activité, on emmène plus de vaches vers la traite à ce moment-là. Vous voyez, donc on peut répartir par rapport au pâturage, les retours de pâturage. Enfin, tout est possible par rapport à la programmation. Et c'est ça peut-être qui est un peu difficile par rapport aux éleveurs, c'est d'arriver à assimiler, de transmettre ce qu'ils observent et de le transmettre à l'informatique, quoi. Par rapport aux observations, pouvoir transmettre à l'outil par la programmation pour avoir des résultats. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus amusant dans ma ferme. C'est par rapport à quelque chose que je trouve qui ne va pas bien, sur quoi je peux agir pour le rendre plus efficace. Et donc là, on a l'informatique aujourd'hui qui le permet, quoi. Est-ce qu'on en est oui, donc, chez De Laval, je vous dis, on mis ça comme créneau de vente, et puis ils ont mis des installations et ça ne marchait pas. Parce qu'ils pensaient qu'on pourrait faire du copier-coller. Et ça, à partir de 2006, qu'ils m'ont demandé de m'occuper des mises en route des robots qui vendraient dans la Belgique, un petit peu sur la France et le Luxembourg. Donc je fais le suivi où il y a des problèmes. Donc, depuis cette époque-là, j'ai eu ce petit challenge en plus, et c'est rentré, c'est revenu supplémentaire, de faire comment on appelle ça, de la consultance pour De Laval. Et je vous assure, je vais apprendre des choses à l'éleveur, mais j'en apprends aussi énormément. Ça m'a permis de sortir de ma ferme et d'encore découvrir plein de choses, de rapporter des choses chez moi, en plus de rencontres enrichissantes, enfin voilà, de se créer un réseau. Dans ce sens-là, ça a été important. Autant que toutes les visites que j'ai déjà pu avoir chez moi, il est venu des gens de partout, même de très loin. Et un seul regret, si j'avais forcé un peu plus à l'école pour apprendre un peu mieux l'anglais, ça m'aurait encore bien aidé. Enfin voilà.
Donc ça, c'était vraiment inattendu par rapport à un investissement, cette ouverture qu'il y a eu sur l'extérieur, quoi. C'est incroyable. Ce que j'en suis pour ne pas déborder. Expérience de mise en œuvre. Je pense que ça va dans le timing. Oui, ça va. On peut passer aux questions alors? Oui, oui. Qui commence? Oui, j'arrive avec le micro. Moi, je me demandais simplement par rapport à la structure de vos bâtiments. Donc, c'est des ossatures bois. C'était un choix ou c'était par tradition? Carrément un choix. C'est des bâtiments, enfin, que j'avais vus. Chaque fois que j'avais été visité, je trouvais ça tellement chaleureux. Et puis, bon, on est dans la région du bois. Donc, ça, dans ma tête, depuis très longtemps, cette idée de terroir, de faire avec les produits que l'on a dans notre région, c'est quelque chose qui m'a toujours été, enfin, qui est important pour moi. Donc cette idée de ne pas déplacer les choses de très loin, enfin voilà quoi. Donc ça me semblait avoir beaucoup de sens en tous les cas en Ardennes de faire une étable en bois. Techniquement, ça a posé des contraintes ou des solutions par rapport à l'installation? Un peu de contraintes, mais dans le bâtiment qui est pour l'élevage des jeunes bêtes, ça aurait été plus contraignant dans une étape pour les vaches, je pense, au départ, surtout en y installant un robot avec les idées qu'on avait alors, peut-être que ça aurait été plus contrariant, mais là, non, puis bon, non, il y a tout. On sait faire aussi bien en bois qu'en structure métallique. Hein. Voilà. Voilà, moi je voudrais me placer d'un point de vue pratique. Un agriculteur qui voudrait se lancer dans une affaire comme ça. Moi, la première question que je me pose, c'est existe-t-il un dossier technique sur lequel il est possible d'étudier? Parce que on ne peut pas, un agriculteur qui dit « je suis intéressé, oui, j'aimerais bien avoir plus d'autonomie », mais il y a tellement de problèmes techniques préalables. Existe-t-il des dossiers techniques et des dossiers techniques qui peuvent aider l'agriculteur à prendre la bonne décision, si oui ou non, pour lui, ça vaut la peine d'investir? Et puis, ça c'est la première question. Et puis, quel est le suivi technique qui existe aujourd'hui pour l'agriculteur? Une fois que la décision est prise, apparemment, le service technique de Laval est insuffisant puisqu'ils ont fait appel à vous. Moi, ça me semble très aléatoire. J'aurais peur de me lancer là-dedans. Je vais répondre à la deuxième. La première, tu laisses pour quelqu'un d'autre. J'ai déjà. C'est parce que la deuxième, là, j'ai envie de répondre tout de suite. On reviendra. Le problème qu'une firme a, ils ont des techniciens, mais ces techniciens-là, c'est des techniciens de machine. Et moi, ce que j'apporte en plus, c'est le rapport de la vache à la machine. Donc, pour ce qui est, évidemment, que ce soit dans d'autres marques, les techniciens sont capables d'expliquer le fonctionnement de la machine, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de supports aujourd'hui, qu'on peut s'informer, il suffit de tapoter sur Internet, on a déjà beaucoup d'informations. Mais ce qui est très difficile à transmettre, c'est l'expérience d'un éleveur. Et ce qu'eux ont vraiment trouvé fort intéressant, évidemment en demandant à un éleveur, c'est quelqu'un qui vit au quotidien avec le système, qui fait gagner énormément de temps aux gens qui commencent, et qui permet d'éviter certaines erreurs ou finalement de gagner du temps. Parce que, en fait, une mise en route avec un robot, c'est pas, les vaches sont curieuses, je dirais, tout le monde est positif au départ. Mais quand vous devez aller dans une ferme où il n'y a plus rien qui va, où l'agriculteur n'y croit plus, que les vaches sont complètement
finalement, ne sont plus curieuses du système, mais plutôt dégoûtées, là, c'est un autre challenge à récupérer. Mais en tous les cas, aujourd'hui, pour ce qui est des formations, enfin, c'est un peu lié, ce développement que De Laval a proposé, c'est assez régional. Maintenant, ils ont des systèmes en place, ils ont des équipes des professionnels qui ne font que ça, qui vont lancer les machines avec les bêtes, et c'est des gens qui ont ce rapport que moi j'ai, mais ils ne sont plus agriculteurs. J'en connais un sur la Hollande, mais il a arrêté sa ferme, il était agriculteur, il a eu une opportunité pour changer de métier, et finalement, donc, il fait ce boulot-là, quoi. C'est un nouveau métier, on va dire. Mais la première question, c'est un guide technique pour expliquer à un jeune agriculteur qui se lance tout chemin à... Voilà, l'aider à prendre les bonnes décisions. Le jeune, oui, il doit absolument visiter, aller rencontrer des gens qui travaillent avec ces systèmes-là, questionner, voir un peu sa sensibilité aussi qu'il a avec toute cette informatique, parce que je pense que les choses ne sauraient aller qu'en s'améliorant, puisque maintenant les ordinateurs font partie de notre quotidien, mais remettons-nous en 2000, et moi, la plupart des gens à qui j'ai été expliquer les choses, c'est d'une génération, des gens qui ont une cinquantaine d'années. Donc moi je me suis retrouvé une fois dans une ferme où la personne ne savait pas faire aller la souris. Hein? Donc vous imaginez l'approche, donc la logique des programmes, c'est pour certains, ils doivent tout apprendre, quoi. Donc, mais ça, maintenant, quand on fait des mises en route où on a des jeunes de 30 ans, ça avance à grande vitesse, on n'a plus les mêmes obstacles, quoi, hein. Donc voilà. La petite chose que j'ai oublié de dire, moi, par rapport à cette approche informatique, en fait, dans les années 90, j'avais déjà acheté un programme pour mon suivi de la ferme. Ça s'appelait le Argos. C'était en DOS, et je me suis amusé là-dedans à introduire des choses. En fait, finalement, ça m'a permis de prendre contact avec ces outils-là, quoi. Ça, c'était une avancée. Il y a une question encore. Voilà. Tout d'abord, je voulais ajouter un petit élément de réponse à ta question, Michel. Il existe aussi Valbium, qui est une ASBL qui fait l'accompagnement pour tout ce qui est énergie à la ferme. Donc voilà. Et c'est gratuit, c'est des facilitateurs. Ils sont payés, ils travaillent au CRA. Une question que j'avais, c'est parmi tout votre lisier, 100% va dans le méthanisateur? Non. C'est juste la partie raclée. Donc, pour le moment, c'est 4-5 mètres cubes par jour. Donc, et le digesta, vous en faites quoi? C'est pour répandre sur les champs. Donc, entièrement ici, de votre ferme à vous? Ah oui, oui. Okay. Tout est épandu sur ma ferme. J'ai 100 hectares, donc ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question? Si pas, on passe au temps 3, au dernier temps. Oui. On n'est jamais content. J'avais un robot, ça marchait bien. Et voilà, on a de l'ambition et on a envie qu'il y ait trop de lait sur le marché. Oui. C'est un peu foiré ainsi. Non, c'est pas ça. Donc, en fait, j'ai toujours été un peu un compétiteur sportif et en fait, j'ai mis mon premier robot vraiment au taquet, quoi, à stock. Toujours mettre une vache de plus, ça devenait un challenge et qui intéressait finalement pas que moi. J'aimais bien de faire du lait parce qu'il fallait payer les investissements, mais la firme qui a commencé à se servir de mes chiffres, évidemment, parce que j'avais des rendements 90% de traite sur 24 heures, 2600 litres par jour, enfin, vous voyez. Donc, mais ça, il faut le tenir. Et se servir de ces éléments pour vendre des machines, c'est tromper les gens. C'est pas tenable de faire de tenir, surtout quand vous êtes seul sur la ferme, que vous avez tout qui revient vers vous, la moindre alarme, n'importe quel problème, enfin, vous avez tout sur le dos. Il faut pouvoir tenir la distance. Et donc, moi, j'étais fatigué
fatigué de me mettre tout le temps à ce niveau-là. Donc, il y avait deux choix possibles. J'ai longuement hésité. Soit je fais une petite marche arrière, je soulage la machine, je me remets à 65 vaches, on va dire, quelque chose comme ça. Et puis voilà, je continue ainsi ma carrière. Ou alors, je franchis de nouveau un pas. Et par rapport aux aides là, qui sont importantes, le facteur, je vais vous faire peut-être rire, enfin, ou dedans, c'est la crise de 2012 qui m'a décidé d'acheter un deuxième robot parce qu'en fait, ça me permettait, par rapport aux chiffres, la crise amenait des chiffres qui me permettaient d'investir en ayant des aides. Parce qu'autrement, j'avais trop de revenus, enfin, ou je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Il m'a jamais semblé que j'avais trop de revenus, mais enfin, en tous les cas, pour avoir des aides, j'en avais trop. Et donc, ça a été un facteur déclenchant, c'est que, à cause de la crise, je rentrais de nouveau dans la possibilité d'avoir des aides pour investir. Et donc, je me suis dit, ben voilà, un mal pour un bien, je vais acheter le deuxième robot. Et je ne pensais quand même pas en l'achetant que ça aurait toutes les conséquences qui sont venues derrière, mais bon, j'étais encore jeune, hein, j'avais 45 ans, donc je pouvais encore investir, quoi. Prendre la décision aujourd'hui à 52 ans, en sachant que je n'aurai peut-être pas de repreneur, je ne sais pas si je le ferai encore, parce que dans ce qui est de la traite, ça ne me demande pas tellement plus de travail, mais il y a tout le reste. Il y a plus de vélage, plus d'insémination, plus lever les pattes, enfin il y a tout le suivi. Je veux dire, il y a des choses qui ne se font pas avec les machines, hein. Il faut être derrière, quoi. Donc, à 52 ans, sans doute que je ne prendrai peut-être plus la décision, parce que je me dirais que ça n'en vaut sans doute plus la peine. Et donc, ce deuxième robot-là est arrivé d'abord pour me soulager, donc me mettre moins en stress. Et évidemment, très vite, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais trop à l'étroit avec les bêtes, c'était pas possible. J'ai fait 800 000 litres dans la partie ancienne, dans très peu de mètres carrés. C'était très difficile de manipuler des bêtes pour les suivis et tout ça. Donc avec deux robots, en fait, je crois que j'ai voulu peut-être me cacher la face, mais non, il fallait transformer. Et donc il y a des murs comme ça qui sont difficiles à abattre. Il y a des choses que vous avez toujours vues dans votre existence, des silos qui étaient à l'intérieur, avec un certain confort pendant l'hiver. Et puis voilà, il n'y avait que cette solution-là. Et donc un jour, je me suis attaqué avec une petite machine Hilti dans un mur. Puis j'ai commencé à faire un trou. Tiens, je me dis, ça se casse quand même assez facilement. Puis il était trop tard, j'avais fait un trou. La décision était prise. J'ai agrandi donc la partie pour pouvoir donner plus d'aisance aux vaches. Et franchement, ça a apporté quand même du potentiel pour le troupeau. Au quotidien, ça me donne beaucoup plus de facilité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans les suivis. J'avais la table d'alimentation qui est trop courte. Donc en fait, ça a ramené du confort aux animaux et du confort pour moi dans le travail. Donc derrière ça, évidemment, tout s'enchaîne. Hein, plus assez de stockage, de lisier. Donc il a fallu construire une grosse citerne de stockage pour être dans les normes. Toujours avec l'idée de me dire, mais si un jour je fais du biogaz, donc où ça pourrait être bien situé pour que tout se mette en place. Et ça grâce à mes visites, parce que j'avais vu dans une mise en route un Flamand qui avait justement ce type d'installation de biogaz. Donc, vous voyez l'importance de circuler. Et donc, finalement, tout se met vraiment bien en place, par rapport à des contraintes de départ. Tout s'est pas mal arrangé. Et j'ai donc investi dans la station Biomètre, là, dans l'idée de trouver de l'autonomie, parce que dans nos fermes comme ça, qui sont de plus en plus électrifiées, ou robotisées, mais électrifiées, c'est un poste qui devient pesant.
Donc j'en étais arrivé à peu près à 1700, 1800 € par mois d'électricité. Donc voilà, c'est des postes sur lesquels il faut absolument intervenir. Et grâce à l'installation ici, qui tourne pour le moment à un petit 60%, donc j'ai réduit ma facture de... je paye encore 700 € par mois, quoi. Donc j'ai réduit une bonne grosse moitié, quoi. Alors je vous le disais aussi, plus des certificats verts qui viennent se rajouter donc pour payer cet investissement-là. Je dirais, voilà, au lieu de... Dans les chiffres optimum, au lieu de payer ça en 4-5 ans, ben, ce sera peut-être en 7-8 ans si je n'arrive pas à améliorer le rendement. Mais en tous les cas, je prends de l'autonomie par rapport au problème énergétique. Je suis meilleur dans mon empreinte globale au niveau carbone, qui pour moi est vraiment le challenge qui devrait déjà être bien présent, mais qui sera de plus en plus préoccupant. Et donc cet investissement-là, je ne le regrette absolument pas. Je suppose, j'ai vécu le développement du robot, j'espère qu'il y aura encore des améliorations, qu'on va trouver des solutions, donc je reste positif. On cherche, on ne fait pas le monde en un jour, mais enfin c'est des petites installations qui ont leurs limites évidemment. Ce n'est pas des investissements insurmontables non plus, donc, et ça ne me demande pas trop de travail, c'était ça aussi qui était fort important. Alors, dans toute cette recherche encore d'autonomie, eh bien, il y a encore d'autres petits robots qui sont venus s'installer. C'est le robot qui repousse la nourriture. Ça n'a l'air de rien, c'est pas une grosse machine, mais qu'est-ce que ça peut apporter du confort. Le dimanche, vous êtes parti, ben, il travaille, la nuit, il travaille. Donc, vous pouvez décider de soigner vos bêtes un peu à n'importe quel moment, de toute façon, il repoussera la nourriture. Donc vous voyez, c'est des choses qui apportent énormément de confort. Aussi le robot qui racle les caillebotis, la propreté. Enfin, tout de suite, quand il est à l'arrêt calé quelque part, je vous assure, on sait qu'il est calé, quoi, hein, parce qu'on voit la différence. Et avant, on travaillait, on raclait à la main ou avec quelque chose qu'on poussait, ou on ne le faisait pas. Et ça ne semblait pas vraiment important, mais quand vous avez goûté à ce genre de système qui amène de la propreté comme ça, et dans toute la chaîne comme ça, la propreté et l'hygiène pour avoir un résultat au bout, avoir un lait de qualité, c'est très... Tous les détails sont très très importants, quoi. Je réfléchis si j'ai omis quelque chose. Oui, recherche d'autonomie. J'ai sûrement encore des choses à dire, mais là, oui, on peut passer aux questions, il me semble. Alors, on va passer aux questions. Il est bientôt midi et il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Monsieur, je vous passerai la parole. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui vont nous quitter vers midi, je pense. Alors, je propose de leur passer la parole. C'est le moment d'échanger avec toi. Oui. Est-ce qu'il y a des réactions parmi les jeunes? Quand Marc dit qu'il y a des murs qui sont vraiment difficiles à abattre, mais que finalement on les casse facilement, ça vous fait penser à quoi? Est-ce qu'il y a des réactions? Ou des questions? Oui. Attendez, on va vous passer le micro. Bonjour. Tout d'abord, j'ai une question par rapport au rendement de votre biogaz. Vous avez décidé de ne pas intégrer des matières végétales issues de maïs ou un choix de culture. Pourquoi? Oui. En fait, cette installation aussi ne le permet pas. Les transferts se font uniquement par une pompe, donc ce n'est que le liquide. Mais il y a des installations qui permettent ce mix-là. Évidemment, les toutes grosses le permettent d'office, et alors il y a des installations un peu plus moyennes, mais c'est quand même un investissement un peu plus conséquent, quoi. Donc, je n'avais pas envie... Enfin bon, évidemment, j'étais surtout connecté sur ce genre d'installation. Je n'avais pas envie non plus de devoir alimenter, parce que quand on parle de solide, il faut quand même l'apporter, le mettre en place qu'ici.
je n'ai pas d'intervention. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très important pour moi. Évidemment, avec ce que ça entraîne, hein, avec des rendements fort différents, voilà, une capacité de production tout autre, mais moins de pièces en usure, enfin, je ne sais pas, enfin, c'est vraiment une autre démarche, quoi. Donc, c'est un peu la facilité. Voilà. Je sais pas. Il y a un commentaire que j'ai raté? Ou ça? Oui? Moi j'ai une question par rapport à la crise de 2012. Oui. Certains agriculteurs laitiers, sûrement dans cette région, ne gagnaient pas ou plus rien. Et vous gagnez plus ou de trop. Comment vous expliquez par rapport à la main-d'œuvre que vous étiez tout seul sur l'exploitation, par rapport à l'automatisation ou bien... Mais tu mets le doigt sur ça. En fait, j'ai un énorme chiffre d'affaires pour une unité de main-d'œuvre, tu vois. Normalement, quand je reçois des Français qui voient, ils viennent vendredi là encore, ils se disent, vous êtes tout seul dans votre bazar là. C'est ça quoi. En fait, tout est tellement optimalisé, organisé que j'arrive à le faire tout seul. Mais évidemment, dans tout ce qui est comptabilité, tout ça, ça a ses conséquences puisque tout le revenu revient sur une seule personne, quoi. Mon épouse ne participe pas à la ferme, elle a un métier à côté. Donc voilà, on sort vite des tranches classiques pour pouvoir encore avoir droit aux aides. C'est des fois un peu frustrant, tout en travaillant, en étant performant, travaillant bien. Et voilà, vous n'avez plus droit aux aides, ce qui est peut-être quelque part logique, puisque normalement vous n'en avez pas besoin, parce que vous travaillez bien. Mais ce n'est pas comme ça. Mais par rapport aux crises, et là j'ai oublié d'aborder ce sujet-là, les projets, c'est encore après ça. Tu peux y aller. Je peux y aller. Il n'y a pas de quatrième temps, donc vas-y. Oui, parce qu'il y a encore toute cette phase-là. Oui, évidemment, on vit toujours de projets, de petits comme de plus grands. Et pour ce qui est de la ferme, à part encore, il en viendra parce que des idées ne manquent pas. Ma femme me dit toujours, tiens, tu ne fais pas des bétons cette année. Donc, il y aura encore sûrement une petite cour à faire, enfin, amener un peu de propreté par-ci, par-là. Mais non, le grand challenge par rapport aux crises que l'on subit en répétition, c'est d'essayer de valoriser son lait qui est de qualité, qui est produit dans une région dédiée à l'herbe, une région difficile, vous voyez, avec le climat. Et donc tout ce potentiel-là, on voudrait bien, je dis on est depuis 1 an et demi, Jean-Claude, sûrement, en réflexion avec un groupe d'agriculteurs. Franchement, déjà rien que ce groupe-là, d'y réfléchir, ça fait énormément de bien. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à valoriser notre lait, à le transformer et arriver à le vendre aux producteurs. Donc, on s'en va tout doucement, essayer de reprendre du pouvoir sur nos prix, reprendre de l'indépendance, de l'autonomie et de valoriser notre terroir et de surfer aussi sur ce qui est de tendance aussi, c'est tout ce qui est circuit court, du producteur au consommateur. Donc on est parti dans cette réflexion, ça avance, c'est laborieux, ça ne va pas aussi vite que l'on voudrait, c'est très compliqué parce qu'on a quand même aujourd'hui des exploitations avec de gros volumes. Donc on ne sait pas quitter nos laiteries actuelles comme ça et se dire on va vendre tout notre lait du jour au lendemain. Donc il faut qu'on ait des sécurités, c'est des enjeux très compliqués, très lourds de conséquences. Mais en tous les cas, on s'y attache ardemment et on a bon espoir d'arriver à un beau projet d'une laiterie, d'un groupe d'agriculteurs qui valoriseront le lait du terroir de la région. Voilà. Oui. Par rapport à ce projet de valorisation, c'est de la vente de lait majoritairement, parce que
on a un peu tendance à mettre le robot de traite en concurrence avec la transformation du lait, puisqu'il faut du lait chaud. Et donc ici, vous visez quoi comme vente directe? En fait, notre démarche, ça a été d'abord de voir quel serait le produit où on pourrait valoriser le plus de volume. Et là, quand on en discute avec des spécialistes, ils nous disent que c'est toujours le lait en boîte. Maintenant, avec nos recherches et tout ça, on est parti aussi sur l'idée du beurre. Mais le beurre, ben, il y a le lait écrémé. Donc, je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. On n'a pour le moment pas trop envie de se lancer, je dirais, de faire du fromage, parce que ça demande encore, je dirais, pas mal de métiers aussi, ça derrière. Mais on n'est pas fermé à un produit, mais en tous les cas, il y a plusieurs pistes, on ne saura pas tout faire. Pour le moment, le beurre je dirais, est attirant, puisqu'il a repris des couleurs au niveau des consommateurs. Enfin, c'est un produit, je dirais, qui intéresse, qu'on dénigre beaucoup moins, même qu'on met en avant. Mais bon, il reste le problème de la valorisation du lait écrémé. On sait le valoriser, le lait écrémé, en différentes choses, mais enfin, tout ça, tout doit se calculer, quoi. Donc, on a les idées qui s'affinent, mais il n'y a encore rien de vraiment arrêté. Il y a un organisme qui va faire une étude pour nous. On a décroché une aide de la province, donc pour réaliser des études, et voilà, ça avance, quoi. Oui, il y a encore une question, non? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'avez pas de repreneur au niveau familial. Est-ce que vous envisagez, c'est bien encore un certain temps, de remettre l'outil à quelqu'un hors famille, ou donc continuer à développer l'outil, le maintenir à ce niveau de rendement ici, et est-ce que dans ce cadre, de temps en temps, vous accueillez des stagiaires ou... Voilà. J'ai déjà accueilli plusieurs fois des stagiaires, ça c'est fait. Comment? J'y réfléchis souvent. Ce que je suis à peu près sûr, c'est que, ma femme me dit, on verra, mais je ne veux pas, enfin, j'ai trop envie de voir et de faire autre chose que de faire ce métier-là jusqu'au bout de ma carrière. Donc j'ai deux options, soit je lâche tout quand j'ai l'opportunité, mais au fond de moi, la meilleure solution, ce serait d'impliquer un jeune comme associé et de lui transmettre l'outil progressivement. Parce que ça me permettrait, si je le fais assez vite, de rester dans le milieu, dans le boulot, mais avec quelqu'un qui m'aiderait, sur qui je pourrais m'appuyer, et donc qui me rendrait quand même la vie quand même plus facile. Et au fur et à mesure du temps, ça lui permettrait aussi d'avoir certaines aisances et de pouvoir transmettre l'outil progressivement pour que financièrement, aussi de son côté, il puisse s'en sortir. Mais voilà, il faut, à mon avis, ce sera peut-être l'opportunité d'une rencontre, voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais si on arrive à réussir notre projet de valorisation de lait, de toute façon, ce sera qu'un plus pour la transmission de l'outil. C'est une façon de pérenniser les fermes dans notre région. Et donc à ce moment-là, j'aurai moins de scrupules qu'un jeune s'installe, parce que installer un jeune à tout prix pour le voir ne pas s'en sortir, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Un jeune? Bon, soit. J'ai une question par rapport au transfert de votre expérience. Donc vous avez expliqué, enfin, quand vous avez investi dans votre premier robot, vous étiez le premier ou un des premiers dans la région. Depuis lors, est-ce que vous savez combien de voisins agriculteurs vous avez inspiré, et dans quelle mesure est-ce
est-ce que finalement vos agriculteurs ont aussi investi dans un robot de traite et comment est-ce que vous avez partagé cette expérience au-delà de votre travail avec de l'aval, hein, où là c'était à plus grande échelle, mais voilà, merci. Oui, les statistiques, je ne les connais pas parfaitement, mais évidemment aujourd'hui ça devient commun et courant que des gens investissent dans ce genre de technologie. Je ne sais pas si j'ai inspiré beaucoup de gens, peut-être que j'en ai expiré, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tous les cas, moi je ne suis pas un gars qui a la langue de bois, quoi. Si ça ne va pas, je le dis. En fait, j'ai mon franc-parler. J'ai même des fois tendance à parler plus de ce qui ne va pas que de ce qui va très bien. Quand je dois vendre une bête, je veux encore lui trouver plutôt les défauts, lui trouver les qualités. Donc, mais moi, en fait, je ne souhaite pas que tout le monde investisse dans cette technologie-là parce que je suis certain que ça ne convient pas à tout le monde. Et puis, il y a des gens qui ont des projets tout à fait différents, qui veulent, allez, admettons, il veut être bio. Il veut pâturer à tout prix, à tout va, parce qu'il faut dire ce qui est, un robot c'est un frein au pâturage. Mais franchement, si c'est ça sa priorité, s'il me demande conseil, je lui dirais, écoute, moi à ta place, je resterai en salle de traite pour pâturer au mieux, quoi. Donc voilà, c'est un peu au cas par cas. Moi, ce n'est pas une doctrine ni une religion que je veux mettre dans la tête des gens. C'est chacun avec ses convictions, ses envies, en fonction de ça et ses objectifs, il faut faire le bon choix, quoi. Mais dire aujourd'hui que tout le monde doit être équipé de robots, pour moi, c'est pas. C'est vrai que c'est une technologie, c'est avant-gardiste, enfin pas avant-gardiste, c'est la modernité, on dirait, mais il y a d'autres challenges que ceux-là, quoi. S'il y a de la main-d'œuvre dans l'exploitation, si on peut se faire remplacer facilement, il y a l'aspect économique aussi des choses qu'il faut voir. Donc tout ça doit être analysé, quoi. D'autres questions? 1, 2, 3. On a du temps. Je ne sais pas qui a levé le doigt en premier. Dans votre ferme actuelle, est-ce que vous envisagez, vous avez des nouvelles idées pour prochainement améliorer encore le bien-être de la bête ou faciliter votre travail encore plus? Chaque année, je dirais, je suis un peu dans les détails là, mais je trouve toujours des petites solutions. Tiens, mais je ne sais même plus les expliquer. Ça me semble tellement des petites choses, mais il y a quand même un problème qui se pose, c'est au niveau de l'élevage. J'ai trop d'élevage, donc je dois trouver une solution, élever moins, ce qu'il faut croiser un peu plus. En tous les cas, je manque d'espace pour ces bêtes-là. J'ai un problème au tarissement. J'ai plus assez de place pour tarir mes vaches, donc je taris très peu de temps. On parlait de 2 mois à un moment donné. Je suis à 1 mois, je suis plus qu'à 3 semaines de tarissement. Donc, ça c'est, pour moi, 1 mois de tarissement, c'est assez, de toute façon. Mais ce que j'ai oublié de dire, enfin, je rebondis, c'est les robots. Tant que les vaches viennent se faire traire, elles produisent. Dès le moment où elles viennent moins souvent, elles vont vers le tarissement. Et un peu avec la circulation qui est mise en place, où obligatoirement elles sont amenées à aller à la traite, j'ai vraiment des bêtes qui gardent une production constante. Ça a fait une grosse différence au niveau des rendements. Enfin, c'est un cas un peu particulier. J'ai une bête qui donnait 30 litres, qui vient de revéler, je ne l'ai pas tarie. Donc elle a chuté les 4 derniers jours à 24 litres. 5 jours après, elle est remontée à 36 litres. Bon, je ne sais pas, c'est une expérience. Je ne pense pas que ce serait le cas avec toutes les bêtes. C'est une primipare. Donc, je veux dire par là qu'en fait, c'est quoi qui crée la production? C'est la traite. Mais je n'ai peut-être pas complètement répondu à ta question. Ah oui, d'autres projets, oui. D'autres projets. Oui, c'est soit de réduire l'élevage ou alors
d'agrandir un tout petit peu, mais sans trop d'investissement pour loger. Comment? Oui. Mais bon, j'utilisais des doses sexées, j'ai arrêté. J'ai croisé un petit peu en blanc-bleu, j'aime pas trop, mais voilà, bon, on n'a pas 36 solutions. Vendre des génisses. Vendre des génisses à petit âge, ça ne vaut pas grand-chose. Et les élever, il faut les garder, quoi. Donc voilà. Oui, ça fonctionne, oui. On entend souvent maintenant que les agriculteurs sont prisonniers d'un système, qui sont pieds et poings liés avec leurs fournisseurs, etc. Vis-à-vis des fournisseurs de technologie, donc dans votre cas par exemple le robot de traite, est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a un certain équilibre, un dialogue? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur ou est-ce que vous estimez que vous avez quand même, et quand vous voyez dans d'autres fermes aussi, est-ce que vous estimez que les agriculteurs ont quand même suffisamment de pouvoir par rapport à ça et de clés en main? C'est une bonne question. Moi, je vois la différence d'un pays à l'autre, par exemple. En France, c'est incroyable comme l'agent de Laval, ici, puisque c'est la marque que j'ai, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont décision sur même sur presque tout. En fait, ce qui se passe, c'est que les distances sont tellement grandes, c'est qu'ils ont un agent, ils sont partis dans une marque et ils sont complètement bloqués par cet agent-là. Qu'ici, on a des réseaux beaucoup plus proches. Je veux dire, si ça se passe mal avec quelqu'un, on peut rebondir sur un autre, pas trop loin. Donc, je dirais, pour ce qui est des personnes, on ne se sent pas complètement lié et bloqué par quelqu'un, quoi. Mais évidemment, quand on investit dans une marque, quand j'ai acheté le deuxième, imaginons, je dis, ben voilà, je change de marque, ben, l'investissement, c'était double, quoi. Parce que les robots en occasion, je vous assure, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. En fait, les nouveaux robots ont baissé quand même, et dans les prix, ça a baissé. Quand en plus les gens arrivent à avoir un dossier, donc ils ont les aides dessus, ben, souvent, l'occasion arrive trop proche du prix d'un nouveau que pour investir dans un d'occasion. Donc le marché d'occasion, ben, il doit descendre. Donc si vous devez vous défaire d'une machine, ben, ça ne vaut pas des tonnes d'argent. Et puis avec les crises successives, moi j'ai des collègues qui ont arrêté leur activité, ben, ils ont eu les robots sur le dos, leurs robots d'occasion pendant des mois. Hein. Et plus ils sont arrêtés longtemps, plus ça perd, quoi. C'est des machines qui doivent tourner, donc c'est délicat. Mais c'est clair que moi je suis embarqué avec une firme et ce sera difficile de partir sur une autre marque. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'ailleurs. C'est là qu'il ne faut peut-être pas se tromper quand même. La question était plutôt vis-à-vis peut-être de la dépendance que ça peut créer. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Mais moi, je suis à l'aise parce qu'enfin, avec la personne avec qui je travaille, on sait discuter. Et c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place aussi des fermiers avec leurs difficultés financières. Par exemple, on avait des contrats qui étaient bien établis et il a été d'accord de revoir ça. Il aurait pu dire non. Et donc là, au lieu de faire des entretiens qui étaient tout avec des contrats qu'on devait payer autant, ben, il a dit, ben voilà, on peut faire ça autrement, on peut le faire 2 fois par an, et vous payez les heures prestées au moment des interventions. Donc voilà, il y a des ouvertures, quoi. Mais ils ont tout intérêt aussi, parce que, je veux dire, si à un moment donné, ils continuent, et que les factures arrivent, et qu'on ne les paye pas, ça ne mène nulle part. Et puis, je ne crois pas que c'est la meilleure publicité pour que plus tard, ils continuent à vendre dans ce genre de machine, hein, si les gens sont paralysés financièrement. Enfin voilà, non, je ne me sens pas mal à l'aise. Moi, j'avais une petite question par rapport à la gestion de la fertilité, notamment la détection des chaleurs, et aussi tout ce qui est la gestion de vélage. Si vous travaillez avec une technologie particulière ou si c'est encore l'observation du troupeau par rapport à ça?
Pour ce qui est de la surveillance du troupeau, je n'en ai pas parlé, j'ai un système d'activité pour tout ce qui est de détection de chaleur que j'utilise à moitié, je vais dire. Toutes les vaches n'en ont pas, mais en fait, avec un système comme ça, on passe plus régulièrement dans la ferme, donc on a plus souvent l'occasion d'observer. Et puis on a d'autres moyens d'observer. Bon, on a les litrages, on a le passage des portes. Donc, par exemple, pour les chaleurs, j'ai d'autres moyens pour avoir des informations. Mais pour ce qui est des vélages, en fait, depuis que j'ai installé une aire paillée, où les bêtes sont dans une situation très confortable, j'ai des caméras, bien sûr, mais à part les primipares, franchement, je laisse faire au maximum. J'interviens très très peu. Et je vais dire franchement, ça arrive de perdre un veau. Quand vous perdez un veau mâle, vous perdez, c'est bête de parler ainsi, hein, désolé, mais vous perdez 50 €. Bon, c'est plus embêtant quand vous perdez une génisse. Ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir de problème sur la vache, mais disons, la journée est tellement quadrillée que voilà, tout ce qui peut arriver, c'est d'arriver un peu tard ou quoi, mais je n'ai pas d'autres technologies pour le suivi. Évidemment, c'est l'œil de l'éleveur aussi, on voit bien une bête qui se prépare. Et, enfin, ça arrive encore bien que ça nous échappe, hein, on est tellement préoccupé par différentes choses que... Parce que pour le moment, avec les... Non, pas du tout. Mais avec les robots, on n'a pas les vélages groupés. Donc c'est plutôt intéressant de faire véler 15 vaches par mois, pour dire quelque chose, que d'avoir les vélages groupés, parce qu'à ce moment-là, vous saturez l'outil, et puis à un moment donné, ben, l'outil, il attend des vaches, quoi. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose de régulier. Donc en fait, c'est un roulement, quoi. Donc à peu près 10-15 vaches qui vêlent tous les mois, 10-15 vaches qui sont taries. C'est un peu la période, pour le moment, où les primipares arrivent, où là, il y a un peu plus de travail, quoi. Merci. Je pense qu'il est 12h05. On va passer la parole à Madame Lessire. Marc, un tout grand merci. C'était une super performance. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ont encore des questions, Marc est là toute l'après-midi pour continuer à échanger avec vous. Alors, je dois allumer le système. Et une fois que le système sera allumé, ça ira. Ici. Ça va s'allumer. Je vous présente. Ça marche? Voilà. Donc, je vous présente Françoise Lessire, qui est chercheuse à l'Université de Liège, voilà, la faculté de médecine vétérinaire, c'est ça? Et j'ai un background de vétérinaire au départ. Oui, j'ai un background de vétérinaire au départ. Voilà. Et tu vas nous parler de l'implication de Marc dans différents projets de recherche qui ont eu lieu à l'Université de Liège. Bon, ça me paraissait intéressant à développer dans le cadre d'une journée qui était dédiée à l'innovation. Et on a entendu Marc qui a parlé plusieurs fois dans le cadre de son speech de recherche, d'amélioration
d'autonomie. Donc tous ces thèmes-là ont été débattus dans le cadre des différents projets de recherche auxquels Marc a participé. Donc on a eu 2 projets européens, dont un est encore en cours. On a eu d'abord le projet Autograss Milk. Je vais développer un petit peu, expliquer un petit peu en quoi il consiste rapidement, et puis je vais parler de ce que Marc a contribué à obtenir comme résultat dans le cadre de ces projets. Et on a un autre projet, un projet Région Wallonne, qui est aussi actuellement en cours, qui visait à la diminution des rejets en azote par l'amélioration des rations des bovins. Donc ce sont des projets qui ont tous trait à la durabilité des exploitations, que ce soit au niveau environnemental ou économique. Donc on essaye de garder vraiment dans le cadre de ces projets l'œil sur aussi bien l'aspect économique que l'aspect environnemental. Donc, dans un premier temps, donc, on avait commencé à collaborer avec Marc pour le projet Autograss Milk. Donc c'était un projet européen qui visait à montrer qu'en tout cas, il était possible de combiner le robot de traite et le pâturage. Marc a dit rapidement tout à l'heure à la fin de son exposé qu'en fait, trop souvent dans la tête des éleveurs, il était parfois inconcevable de combiner le robot de traite et le pâturage. Marc, ici, par son ancrage dans la région, voulait absolument conserver le pâturage. Et donc, le projet qui a eu lieu à partir de 2013 pour 3 ans, donc, a permis de suivre chez Marc le pâturage. Comment on suivait? Eh bien, tous les 10 jours, on venait mesurer les hauteurs d'herbe avec l'outil qu'on voit ici à droite sur le schéma. Et donc, ce qui permettait de voir la croissance de l'herbe. Et à l'aide d'un fichier qu'on avait développé, donc on avait une idée de la quantité d'herbe qui était disponible et de voir la quantité qu'on pouvait donner dans la ration et la part que l'herbe pouvait constituer dans la ration qui était donnée aux vaches. Ça nous permettait aussi d'avoir une idée par rapport à des décisions qui devaient être prises, par exemple, savoir, tiens, si je fauche telle ou telle parcelle, est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que je vais encore avoir assez d'herbe? Tout en sachant évidemment que la croissance de l'herbe est fortement dépendante des conditions climatiques, et ça, malheureusement, on n'en est pas toujours... on ne s'est pas influencé là-dessus, mais bon, ça nous donnait déjà une idée, une projection des quantités d'herbe qui étaient disponibles pour nourrir le troupeau, tout en sachant bien que chez Marc aussi, donc la part de l'herbe pâturée constituait une part de la ration. Donc en fait, elle venait en complément d'une ration qui était distribuée à l'auge le matin. Donc ici, donc on voit sur le diagramme que cette herbe pâturée constituait en moyenne 30% de la ration que les vaches recevaient en été. Donc, dans le restant du diagramme, vous voyez les autres éléments qui constituaient la ration, donc une part de drèche, donc de coproduits, beaucoup d'ensilage d'herbes de deuxième coupe également, et alors des concentrés qui étaient distribués aux DAC et aux robots et qui facilitaient donc le retour des vaches et le maintien d'un niveau de production fort intéressant. Donc, comme vous voyez, donc ici sur ce tableau qui a été fait sur 3 ans de suivi donc, dans le cadre du projet Autograss Milk, donc on voit que la production laitière, malgré la part quand même assez conséquente d'herbe dans la ration en été, est maintenue. Donc on avait une production moyenne de 30 litres de kilos de lait par vache et par jour en hiver, et que cette production tombait à 29 kilos par vache et par jour en été. Donc on voit que malgré que le pâturage était bien mené, donc il y avait peu de pertes de production donc au niveau de l'exploitation. Au niveau des taux aussi observés dans la production laitière, donc on avait peu de différence, donc avec 4% de matière grasse en hiver et 3,9% en été. Donc ça c'est la moyenne de 3 ans, hein, donc 3 ans de suivi dans le cadre du projet Autograss Milk. On voyait aussi que les taux de protéines étaient sauvegardés, donc il n'y avait quasiment pas de différence entre l'hiver et l'été. Et par rapport au nombre de traites, ce qui fait souvent peur lorsqu'on veut combiner robot de traite et pâturage. Donc on voit ici que par le système de porte intelligente que Marc avait mis au point au niveau de son étable,
et par son système de gestion où les vaches ne peuvent sortir en prairie qu'une fois qu'elles sont passées déjà au robot, le nombre de traites était peu affecté par le système de pâturage. Par contre, il y avait quand même une économie assez conséquente au niveau du nombre de concentrés qui étaient distribués au robot. Donc on passait de presque 4 kg de concentré par vache et par jour pendant la période hivernale à 3,5. Donc ça, c'est la moyenne sur les 3 années de suivi. Donc ça a une importance sur le coût alimentaire. Donc ici, sur le graphique de droite, je montre l'influence de cette part de pâturage sur les coûts alimentaires. Donc on voit qu'on a une diminution en moyenne de 16%. Donc ça, c'est la moyenne des 3 ans pendant lesquels on a effectué le suivi dans le cadre du projet Autograss Milk. On avait une diminution de 16% si on considère donc le coût de la ration alimentaire par 100 kg de lait produit. Voilà, on peut passer là. Donc, ensuite, quand on a eu fini le projet Autograss Milk, on a proposé à Marc de faire partie du projet Live des Hiklim. Le projet Live des Hiklim, c'est de définir des stratégies alimentaires pour diminuer les émissions de méthane donc, et l'empreinte carbone des vaches laitières. Donc, c'est un projet qui se fait dans 3 pays, en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. Il y a une partie qui se faisait en ferme expérimentale et maintenant on est à la partie qui se fait en ferme pilote. Donc chez Marc, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ce projet? Donc on mesure les émissions de méthane. Pour cela, donc, on fait des prélèvements de lait dans le cadre du contrôle laitier de la whey. On détermine la composition fine du lait et par rapport, il y a une équation qui a été développée par le CRA et donc qui nous donne à ce moment-là, sur base de la composition fine du lait, donc la quantité de méthane qui est produite par vache et par jour. Donc en fait, le but c'est de voir l'émission des émissions au cours de l'année, l'influence du pâturage sur ces émissions de méthane et voir éventuellement si on a des animaux qui se démarquent au sein de l'exploitation par des émissions qui sont plus importantes ou moins importantes, voir s'il y a des animaux qui seraient plus performants donc, au niveau de l'efficacité alimentaire. Donc les mesures ont commencé ici en juillet 2017, donc avec l'aide de la whey. Donc on a eu un calcul par vache et par jour, donc sur la moyenne du troupeau. Donc on voit qu'il y a une variation au cours de la période pendant laquelle on a récolté le lait, donc de juillet à décembre, avec des évolutions au cours de la saison de pâturage en fonction de la quantité de suppléments qui est donnée par rapport à l'herbe qui est pâturée. Et quand on voit les émissions de méthane rapportées au kilo de lait produit, donc on voit aussi qu'il y a des fluctuations. Les petites barres au-dessus, ce sont les écarts, enfin c'est le pourcentage de variation. Donc on voit qu'il y a quand même une assez grande variation au sein des émissions qui ont été calculées dans le troupeau. Voilà. Oui, donc à côté de ça, dans le projet Live des Hiklim, donc on calcule aussi l'empreinte carbone du lait. Donc pour ça, on a, donc pour expliquer un petit peu en quoi ça concerne, donc on a utilisé l'approche de l'analyse du cycle de vie. Donc en fait, on calcule tout ce qui entre dans l'exploitation et tout ce qui en sort. Et donc la balance permet de calculer l'empreinte carbone du lait. Donc vous voyez, d'abord il y a tout ce qui se passe en dehors de l'exploitation. Donc il y a l'achat de grains, d'autres aliments donc qui sont transformés par l'industrie alimentaire et pour lequel il y a donc l'utilisation de diesel, de fertilisants, d'énergie, d'électricité. Donc tout ça contribue à l'émission de gaz à effet de serre qui sont ramenés en équivalent CO2 en général. Et donc, on fait la balance de tout ce qui entre donc, en dehors de la ferme. Et puis, on considère vraiment la situation à l'intérieur de la ferme, donc avec les aliments qui sont produits sur place, donc qui sont constitués par l'herbe qui est pâturée pendant la saison de l'été, et puis par les nourritures qui sont produites sur l'exploitation.
Donc tout ça a une empreinte carbone aussi. Et puis alors on passe aux vaches. Et les vaches, donc comme vous savez, avec toute la publicité qu'on en fait pour le moment, les vaches émettent surtout du méthane par voie entérique, par voie orale, parce que contrairement à ce qu'on pense, le méthane est beaucoup éliminé au moment de l'éructation, donc au moment où les vaches ruminent. Et donc elles éructent, elles libèrent du méthane, mais il y a une partie aussi qui est éliminée par les bouses. Donc le méthane est décomposé en deux postes ici. Et puis alors il y a tout ce qui est lié aux émissions d'ammoniac, de nitrate, etc., qui sont prises en considération au sein de l'exploitation. Donc, je ne sais plus où j'en étais moi là-dessus. Oui, nitrate, donc tout ça, donc c'est tout ce qui sort et qui contribue, je veux dire, à l'empreinte carbone du lait. Et ensuite, donc, il y a le lait qui est produit, la viande et alors les ventes de veaux, donc tout ça sort de l'exploitation. Donc ici, au niveau de l'empreinte carbone du lait, donc on fait une balance entre ce qui sort de l'exploitation, ce qui entre, et ça permet de calculer donc l'empreinte carbone du lait. Donc, on a une équipe dans le cadre du projet l'AFDI Clim qui vient du Luxembourg et qui a permis de faire les calculs pour déterminer l'empreinte carbone du lait produit au niveau de l'exploitation de marque. Donc, pour ça, donc, on reprend pas mal de données puisqu'on considère aussi bien ce qui a lieu en aval que ce qui a vraiment donc en amont de l'exploitation, pardon, donc les achats d'aliments dehors de l'exploitation, mais aussi tout ce qui a lieu dans l'exploitation. Donc il y a les émissions, effectivement, donc par les animaux, par la gestion du fumier, par le travail du sol, etc. Donc pour ça, donc, l'équipe luxembourgeoise qui a travaillé avec nous a déterminé l'empreinte carbone du lait produit ici au niveau de la ferme à 1,09 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait Energy Corrected Milk. Donc c'est le lait corrigé à 4% de matière grasse et à 3,2% de matière protéique. Donc c'est une équipe luxembourgeoise. Donc les normes qu'on a à mettre en rapport avec la ferme de marque, ce sont des moyennes des fermes luxembourgeoises, donc qui évaluaient la moyenne pour les fermes qui avaient été contrôlées par Convis, notre partenaire luxembourgeois, à 1,25 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait produit. Donc on voit que ici on était quand même beaucoup plus on avait une diminution d'empreinte carbone par rapport à la moyenne luxembourgeoise. Par contre, donc, il y a eu une autre méthode qui a été utilisée pour calculer l'empreinte carbone du lait produit ici dans l'exploitation de marque, qu'on a eu par l'intermédiaire du programme CAP2R. Pourquoi est-ce qu'on a valorisé cette méthode de calcul également? Parce que donc on fait les deux projets font partie d'un réseau LIFE, et donc dans le cadre de notre participation au projet LIFE, on nous a demandé de faire du co-réseautage. Et on avait cette équipe française qui travaillait, elle, à large échelle pour calculer l'empreinte carbone du lait également. Et donc, on s'est intégré dans leur système. Donc, c'est un bilan qui a été fait par Anaëlle Prévost et qui tenait compte d'autres facteurs que le système luxembourgeois qu'on a employé également dans le projet, et qui tenait compte aussi de l'indice de biodiversité. Donc l'indice de biodiversité, c'est le fait qu'éventuellement il y ait beaucoup d'arbres à l'entour de la parcelle, qu'on ait beaucoup de prairies permanentes dans les prairies qui sont pâturées par le bétail, qu'il y ait des mares, par exemple, des haies, etc. Donc tout ça, ça permet de calculer un indice de biodiversité qui vient pour compenser l'empreinte carbone du lait. Et comme le système français tient compte également de la séquestration du carbone. Donc en effet, il y a du carbone le carbone qui est émis par les animaux est en partie compensé par l'accumulation de carbone dans les prairies permanentes.
Et ici, dans la région, en province de Luxembourg, il y a pas mal de prairies permanentes, et spécifiquement chez Marc aussi. Et ces prairies permanentes jouent un rôle pour capter le CO2 qui autrement partirait dans l'atmosphère. Donc il y a une partie du bilan de l'exploitation en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui est compensée par la présence de prairies permanentes ici dans l'exploitation, enfin dans beaucoup d'exploitations belges et spécifiquement dans l'exploitation de Marc. Donc on a calculé l'empreinte carbone qui est un petit peu diminuée par le biais de ce calcul qui a été fait par le système français. Donc on a une empreinte carbone ici qui a été évaluée en 2015 à 0,78 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait. Et donc en 2016, on a vu que ce bilan carbone était encore diminué donc au niveau de l'exploitation. Donc pour information, donc la moyenne des fermes françaises a été établie sur 3348 élevages. Et donc là, on était aux alentours de 0,93 kg d'équivalent par kilo de lait, d'équivalent CO2 par kilo de lait produit. Et la moyenne haute, je veux dire performante, le top 10 France était établie à 0,78 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait. Donc on voit que l'exploitation de Marc en termes d'environnement est assez performante. Le but du projet frère français était de diminuer, lui, l'empreinte carbone de 10%. Voilà. Donc ici, les objectifs de ce projet qui a lieu pour le moment, qui est encore en cours pour le moment, c'est de valoriser les efforts de certains exploitants pour développer une filière bas carbone et éventuellement d'arriver à développer un label de lait à qualité différenciée, ce qui permettrait de mettre en évidence les efforts des éleveurs pour sauvegarder pour s'appliquer dans les problèmes environnementaux et eux d'avoir une plus-value et d'avoir quelque chose qui compenserait tous les efforts qui ont été faits. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Françoise Lessire? Oui. Merci. Vous avez montré un graphique qui montrait la variation des émissions de méthane par rapport à certains paramètres, mais ce n'était pas tout à fait clair. Est-ce que vous pourriez juste résumer quels sont les paramètres qui influent sur l'émission de méthane? On voit les variations des émissions de méthane ici, donc sur le premier graphique, celui de gauche, en les ramenant par vache et par jour. Donc en les suivant donc au cours de la saison de pâturage, donc de juillet ou septembre jusqu'au mois de décembre. Alors donc on voit qu'il y a des variations. Donc effectivement, les vaches logiquement, quand elles reçoivent une ration plus fibreuse, ce qui est le cas lorsqu'elles sont à l'herbe, émettent un petit peu plus de méthane, donc ce qui était le cas au mois de juillet. Par contre, au mois d'août et au mois de septembre, les conditions climatiques n'étaient pas optimales, ce qui fait qu'en fait, on a dû redonner un peu plus de concentré pour garder un bon niveau de production laitière, ce qui fait que les émissions de méthane par vache et par jour ont relativement diminué. Au mois de décembre, là, l'augmentation des émissions de méthane par vache et par jour est liée à un autre facteur. Il y a eu relativement plus de vêlage à ce moment-là. Donc, on a eu plus de vaches qui étaient en début de production dans cette période-là. Donc, ça veut dire qu'elles ingèrent plus d'alimentation, effectivement. Et donc, il y a un petit peu plus de méthane qui est produit dans ce cadre-là. Mais par contre, ça c'est intéressant sur le deuxième graphique. Donc, on voit que les émissions de méthane, en mois de décembre, lorsqu'on les exprime par kilo de lait produit, donc effectivement, sont un peu diminuées. C'est lié donc à ces vaches qui étaient en début de production, qui ont dû ingérer plus d'aliments pour pouvoir donner leur production. Mais lorsqu'on ramène cette émission de méthane par kilo de lait produit, on voit qu'il y a une diminution parce qu'elles sont à un stade où elles produisent plus. Ok. On
Vous pouvez encore discuter avec Françoise durant le repas. Je pense qu'il y a des petits estomacs qui grouillent. On a dû se lever tôt pour être ici à 9h. Il y a des... Voilà. Oui, chef. C'est lui le chef. Voilà, 3 quarts d'heure et puis on reprend vers 13h.